C'était l'un de ces célèbres matins gris et pluvieux de Paris qui vous glacent les os. Les eaux de la Seine coulaient troubles, les touristes se précipitaient sous leurs parapluies sur le boulevard Saint-Germain. Vêtu de mon trench-coat beige délavé, vieux de 10 ans, et coiffé d'un bonnet en laine ordinaire, je franchis les imposantes portes en chêne du Musée national de la Marine, les archives maritimes les plus prestigieuses au monde. Le gardien de sécurité ne m'a même pas regardé. Alors que je posais mon sac sur le scanner à rayon X, je pouvais lire l'ennui dans ses yeux. Pour lui, j'étais une femme âgée ordinaire, probablement retraitée, qui s'était réfugiée dans le musée pour échapper à la pluie. Personne ne m'aurait regardé 2 fois. C'était exactement ce que je voulais. L'invisibilité. Pour un soldat, le meilleur camouflage est que l'ennemi ne vous considère pas comme une menace. Je m'appelle Colette, mais dans mon dossier de la marine, à côté de mon grade et de mon nom de famille, figurent des titres tout à fait différents. Contre-amiral Colette Coco-Valois, présidente du département de l'histoire et des musées de la marine française. Je suis donc la responsable suprême de ce bâtiment dans lequel je me trouve actuellement. Des tableaux inestimables accrochés au mur, des sextants historiques exposés dans des vitrines et de chaque grain de poussière. Chaque pièce de ce musée est enregistrée dans les registres de l'État avec ma signature. Mais aujourd'hui, mon uniforme d'amiral était au pressing. Aujourd'hui, je n'avais pas mes médailles, mes épaulettes et ces lourds galons jaune pâle sur les épaules. Aujourd'hui, j'étais simplement Colette, et l'inspection, si elle était inopinée, serait une inspection. Lorsque je suis entrée dans le grand hall du musée, cette odeur familière m'a frappée. Le vernis à bois ancien, le velours poussiéreux et cette odeur lourde et métallique de l'histoire. J'ai commencé à marcher lentement dans les couloirs. J'écoutais le bruit de mes talons sur le sol en marbre. Le musée faisait l'objet de rapports étranges qui arrivaient récemment sur mon bureau. Les nombres de visiteurs diminuaient, les déficits budgétaires augmentaient, mais pour une raison quelconque, on constatait une augmentation incroyable des frais de représentation. Et puis, il y avait aussi ce nouveau conservateur, M. Laurent Deville. Ce que j'avais entendu à son sujet n'était pas très réjouissant. Diplômé de la Sorbonne, titulaire d'un doctorat en histoire de l'art, utilisant le nom de famille de sa famille comme un bouclier, un dandy d'une 30aine d'années, un homme ignorant tout de la discipline navale, qui ne connaissait la mer que pour les fêtes sur les yachts de la Côte d'Azur. Les rapports le décrivaient comme un visionnaire, mais mes informations le qualifiaient d'arrogant. L'arrogance est le pire ennemi d'un commandant sur le champ de bataille, et apparemment, M. Deville était arrivé sur le champ de bataille sans armes. Vous est-il déjà arrivé au moins une fois dans votre vie d'être traité comme un domestique à cause de votre apparence, alors que vous étiez en réalité le propriétaire ou la personne la plus autorisée de cet endroit? Connaissez-vous le goût de l'humiliation? Si la réponse est oui, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ce que vous allez entendre dans cette histoire ravivera le feu de la vengeance qui couve en vous. Continuons. Je suis entré dans le salon principal, cette immense galerie où sont exposées des frégates du XVIIIe siècle. L'intérieur était sombre, seuls les spots éclairant les œuvres étaient élumiers. Et au milieu, je me suis arrêté devant une immense peinture à l'huile de l'époque napoléonienne représentant la bataille de Trafalgar. Je connaissais ce tableau, chaque coup de pinceau, cette nuance de blanc particulière utilisée par le peintre pour créer l'écume de la mer, les détails minutieux des armoiries des navires. Je connaissais même la petite déchirure dans le coin inférieur droit du tableau qui seuls les plus attentifs pouvaient remarquer et qui avait été causée lors de l'évacuation du musée en 1940. J'ai commencé à marcher lentement d'un poids. Je baissai mes lunettes sur le bout de mon nez et tendis légèrement le cou pour voir si cette déchirure avait été restaurée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu cette voix derrière moi. Le bruit des talons qui frappaient le sol, le crissement des chaussures vernies, et puis cette voix nasillarde métallique qui venait du fond du nez. « Madame, je vous parle !» Je me suis lentement redressée et me suis retournée. Devant moi se tenait M. Laurent Deville. Il portait un costume bleu marine de coupe italienne, parfaitement ajusté, qui valait probablement 3 fois le salaire d'un fonctionnaire. Il avait un mouchoir en soie dans sa poche, les cheveux gominés en arrière, et la bague de chevalier à son doigt brillait sous les projecteurs. À ses côtés se tenait une jeune assistante tremblante avec un bloc-notes à la main. Laurent me regardait comme un insecte. Son regard se posait sur les taches d'eau sur mon trench-coat, mes vieilles bottes et ma visage sans maquillage. Son expression est un mélange de dégoût et de pitié.
Savez-vous lire et écrire ? Demanda-t-il en montrant les barrières. Ou ces panneaux d'avertissement ne sont-ils pas que des décorations ? Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé. C'est la première règle que nous apprenons dans la marine. Faites parler votre ennemi. Plus il parle, plus il commet d'erreurs. Mon silence l'a sans doute encouragé, car il a fait un pas de plus vers moi. Son parfum était si fort qu'il couvrait l'odeur noble du musée. Agitant la main en l'air, il a commencé à me réprimander comme si j'étais un enfant. « Ne vous approchez pas autant des tableaux, madame !» Sa voix a résonné dans la galerie. Quelques autres visiteurs se sont retournés pour nous regarder. Fort de ce public, il a encore élevé la voix. « Vous perturbez le taux d'humidité avec votre respiration. Ces œuvres sont fragiles. Le dioxyde de carbone et l'humidité qui sortent de la bouche de gens comme vous, venus de la rue, peuvent fissurer le vernis vieux de plusieurs siècles. » Le jeune assistant baissa la tête, honteux. Mais Laurent ne s'arrêta pas là. Il me regarda droit dans les yeux et prononça cette dernière phrase, la phrase qui signait son arrêt de mort. « Je ne pense pas que vous compreniez quoi que ce soit à l'art. Ce n'est pas une bibliothèque publique où l'on vient se réchauffer. C'est le Musée national de la marine. Un temple dédié aux messieurs et mesdames qui comprennent l'esthétique, l'histoire et la valeur. Pas à des gens comme vous. » Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé, je n'ai pas rougi. Au contraire, au fond de moi, j'ai ressenti ce silence absolu que l'on ressent au point le plus profond, le plus sombre et le plus froid de l'océan. Ce n'était pas de la colère est chaude, la colère crie, c'était une pure détermination. C'était le sang-froid mécanique d'un torpille verrouillé sur sa cible. Je lui ai souri légèrement. Cela ressemblait au sourire d'une vieille femme soumise, nourrissant son arrogance. Mais en réalité, c'était l'expression d'un requin souriant juste avant de déchiqueter sa proie. « Excusez-moi, monsieur, » dis-je en rendant ma voix délibérément tremblante et rauque. « C'est juste que je me posais des questions sur les détails du blason du navire. Il semble très réaliste. » Réaliste ? C'est une œuvre de l'école de Turner. Ce que vous appelez réalisme est insignifiant à côté de cet art. Mais bien sûr, il vous expliquer cela revient à apprendre à un poisson à faire du vélo. Maintenant, il désigna la porte de la main, veuillez sortir. Vous ne voulez pas que j'appelle la sécurité, n'est-ce pas? Vous avez déjà causé assez de dégâts avec votre souffle. Je hochai la tête. Bien sûr, dis-je, je vais sortir. Mais avant, puis-je voir le directeur? J'aurai une petite réclamation à faire. Laurent roula des yeux. « Je suis le directeur », mentit-il. En réalité, il n'était que le conservateur en chef. Le directeur du musée, que j'avais personnellement nommé, était l'amiral Dupont, probablement en train de se battre avec les rapports budgétaires à l'étage. « La boîte à plainte est à la porte. Maintenant, marchez !» Je me retournai et au lieu de me diriger vers la sortie, je pris directement les escaliers menant au bureau du directeur, où était inscrit « Entrée réservée au personnel ». Je l'ai entendu crier derrière moi. « Hé, vous ne pouvez pas entrer là, c'est une zone interdite. Sécurité, sécurité !» J'entendais les bruits des agents de sécurité qui couraient. Le bruit de mes bottes sur les marches en marbre était désormais plus fort, plus rythmé. Je ne marchais plus comme une vieille femme, je marchais comme un amiral. Alors que l'agent de sécurité qui se tenait en haut des escaliers s'apprêtait à me saisir le bras, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure de mon trench-coat et j'ai sorti le petit portefeuille recouvert de cuir et orné de l'écusson doré de la marine. Je l'ai ouvert et je lui ai tendu. « Contre-amiral Colette Valois », dis-je en rendant ma voix délibérément tremblante et rauque, « écartez-vous de mon chemin, soldat. » Le visage du soldat devint livide, ses yeux s'écarquillèrent. Il claqua des talons et se mit au garde à vous. « À vos ordres, amiral. Je vous prie de m'excuser, amiral. » Je l'ai laissé derrière moi et continué à monter les escaliers. En bas, on entendait encore les cris estupéfaits de Laurent. « Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Vous êtes tous renvoyés. » Ah, pauvre Laurent, il allait bientôt découvrir qui allait renvoyer qui. En marchant vers la grande porte en acajou au bout du couloir, j'avais déjà établi mon plan dans ma tête. J'étais le roi. Lui n'était qu'un pion, bien placé, mais sans valeur, qui avait été joué sur la mauvaise case. Et la partie était terminée. Je n'ai pas frappé à la porte, j'ai directement baissé la poignée et je suis entré. Le jeu commençait. Lorsque je refermai la lourde porte en chêne et m'adossai contre elle, le silence familier qui régnait à l'intérieur m'accueillit. C'était le bureau du directeur du musée, mais pour moi, c'était comme une cabine de capitaine.
Sur les murs, des gravures représentant des batailles navales du XVIIe siècle, dans un coin un télescope en laiton et au centre un immense bureau qui dominait la pièce. Derrière le bureau, l'amiral Pierre Dupont, plongé dans une pile de papier avec son stylo à plume à la main, sursauta en entendant la porte s'ouvrir et leva la tête. Pierre, mon ancien élève, ce jeune lieutenant à qui j'avais enseigné pendant ces années à l'académie que la patience est l'arme la plus redoutable d'un commandant, était désormais un homme fatigué, aux cheveux grisonnants, arborant les étoiles d'amiral sur les épaules. Il me regarda par-dessus ses lunettes. La première seconde, son cerveau mit du temps à traiter cette image. Devant lui se tenait une vieille femme vêtue d'un trench-coat beige humide, les cheveux légèrement ébouriffés, coiffée d'un bonnet. Il allait porter la main au téléphone pour appeler la sécurité, mais à ce moment-là, nos regards se croisèrent. Il a reconnu mon regard. Il avait vu ce regard 15 ans plus tôt, lors d'un exercice dans l'océan Indien, alors que notre navire était pris dans une tempête. Le combiné téléphonique est resté suspendu dans les airs. « Colette ?» Sa voix était un murmure. Elle se leva précipitamment, renversant sa chaise en arrière. « Amiral ? Mais comment se fait-il que vous ne m'ayez pas prévenu ? J'aurais fait préparer la garde d'honneur. » Je levai la main pour le faire taire. D'un geste autoritaire mais calme, je me dirigeai vers son bureau. « Assieds-toi, Pierre, dis-je. » Ma voix était basse, mais son ton ne souffrait aucune objection. Pas de cérémonie, pas d'épaulette. Aujourd'hui, je ne suis qu'un observateur. Alors que Pierre me regardait avec étonnement, je ne m'assis pas dans le fauteuil en cuir réservé aux visiteurs, mais directement sur la chaise à haut dossier à côté du bureau, celle où je m'asseyais généralement lors des réunions stratégiques. J'ôtais mon béret mouillé et le posais sur la surface brillante du bureau, juste devant le dossier « Courrier entrant ». « Mais, amiral, dit Pierre en essayant de se ressaisir, y a-t-il un problème ? Une nouvelle est-elle arrivée du ministère ? Le problème ne vient pas du ministère, Pierre. Le problème vient précisément du cœur de ce bâtiment, répondis-je. Je fixai mon regard sur la porte. Tout à l'heure, en bas, nous avons eu une rencontre désagréable avec votre nouveau conservateur tant vanté, Monsieur Deville. Le visage de Pierre s'assombrit. Il prit une profonde inspiration. Laurent, encore ? Amiral, je vous jure que cet homme est impossible à gérer. Il est protégé par le ministère. Il a de solides appuis dans les milieux artistiques. J'ai soulevé à plusieurs reprises la question des frais de représentation qui apparaissent dans vos rapports, mais... Je sais, l'interrompis-je. J'ai lu les rapports, Pierre. Je connais les chiffres. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vérifier les chiffres, mais pour tester son caractère, et le résultat du test est négatif. Je me suis légèrement adossé à ma chaise et j'ai joint les doigts. À ce moment-là, je suis passé en mode chasseur. Maintenant, dis-je en fixant Pierre dans les yeux, tu vas appeler Laurent, tout de suite. Tu ne lui diras pas qui je suis. Tu lui diras simplement que la vieille femme qui cause des problèmes est ici et qu'il doit venir immédiatement. Pierre hésita. « Amiral, vous êtes sûr ? Quand il vous reconnaîtra ? » « Il ne me reconnaîtra pas, dis-je avec un sourire froid. Du moins, pas avant qu'il ne soit trop tard. Je veux voir son vrai visage quand son masque tombera complètement. Appelez-le maintenant. » Pierre composa le numéro du téléphone interne, les mains tremblantes. « Monsieur Deville ? Oui ? Oui, cette femme est ici, dans ma chambre. Pouvez-vous venir immédiatement ? Oui, c'est très urgent. » Il raccrocha. Seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans la pièce. Tic-tac, tic-tac. Ces 5 minutes, ah, comment vous décrire cette attente ? La plupart des gens s'agitent quand ils attendent. Ils se robent les mains, réfléchissent à ce qu'ils vont dire. Mais pour nous, les militaires, l'attente fait partie de l'action. Dans ce silence, vous écoutez les pas de votre ennemi. À ce moment-là, j'imaginais dans ma tête, image par image, l'entrée de Laurent dans la pièce, les premiers mots qu'il prononcerait, l'expression de son visage. Dehors, la pluie s'intensifiait. Les gouttes qui battaient la vitre annonçaient la tempête qui éclaterait bientôt. Pierre s'agitait nerveusement, regardant tantôt vers moi, tantôt vers la porte. Quant à moi, j'étais immobile comme une statue. Mon pouls était lent, mon esprit était clair. Avez-vous déjà savouré le moment où vous saviez que la fin était proche de votre interlocuteur, mais où celui-ci se prenait encore pour un roi ? Le sentiment de puissance que l'on éprouve à ce moment-là n'a pas de prix. Si vous êtes curieux de connaître ce sentiment, écrivez « justice » dans les commentaires avant d'attendre la fin de l'histoire, car ce que vous allez voir dans quelques instants sera la justice dans sa forme la plus pure. Et la poignée de la porte s'abaissa.
On n'a même pas frappé à la porte. Laurent Deville a fait irruption dans la pièce avec fureur. Son visage était rouge de colère. Il s'essuyait le front avec le mouchoir qu'il tenait à la main. Il a claqué la porte derrière lui. « Vous pouvez croire ça, Pierre ?» cria-t-il avant même d'entrer complètement dans la pièce. « Quel culot! J'ai dit aux agents de sécurité de mettre cette femme dehors, mais elle est montée à l'étage. On est dans une porcherie ici. Un expert comme moi, avec des absurdités pareilles. » Il s'interrompit au milieu de sa phrase. Il m'aperçut. Je n'étais pas assise à côté de Pierre, à la tête de la table, ni dans le fauteuil de l'amiral lui-même, mais dans un fauteuil d'autorité équivalent. Je portais toujours mon trench-coat mouillé, mais ma posture, les épaules droites, le menton relevé, les mains jointes sur la table. Les yeux de Laurent se posèrent sur Pierre. Pierre, la tête baissée, ne disait pas un mot. Puis il me regarda à nouveau. Son expression méprisante se figea un instant sur son visage, laissant place à une perplexité qu'il ne comprenait pas. Mais son arrogance était telle qu'il ne perçut pas les signes avant-coureurs du danger. « Ah !» dit-il avec son sourire repoussant. « Vous avez donc osé venir ici pour déranger le directeur. Pierre, cette femme doit être folle. Avez-vous appelé la police ou devons-nous appeler l'hôpital psychiatrique ?» Pierre ne disait toujours rien. Le silence s'épaissit dans la pièce. Laurent, n'obtenant pas de réponse, se crispa. Je me levai lentement. Les pieds de la chaise produisirent un bruit sourd sur le parquet. « Monsieur Deville, dis-je. Ma voix n'était plus celle, tremblante, d'une vieille femme que j'utilisais en bas. Cette voix avait disparu. À sa place, c'était celle du vice-amiral Valois, s'adressant à des milliers de soldats dont les ordres avaient force de loi. Continuez à parler de cette femme qui ne comprend rien à l'art et qui perturbe le taux d'humidité avec son souffle. J'ai trouvé particulièrement intéressantes les parties sur la bibliothèque publique et les gens de la rue. Le directeur devrait aussi l'entendre, n'est-ce pas ? Laurent fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas et il venait de s'en rendre compte. « Votre voix, balbutia-t-il. Je glissai lentement ma main dans ma poche. Laurent sursauta. Mais je ne sortis pas d'arme, je sortis quelque chose de bien plus mortel. Je jetai sur la table, juste devant lui, ma carte d'identité dorée portant le sceau de l'État et la mention T.C. Valois, directeur du département Histoire et Musée de la Marine. La carte glissa sur la surface polie et s'arrêta sous la main de Laurent. « Savez-vous lire et écrire, monsieur Deville ?» lui ai-je demandé, lui renvoyant exactement la question qu'il m'avait posée plus tôt. « Ou cette carte n'est-elle qu'un simple objet décoratif pour vous ?» Laurent regarda la carte, puis il me regarda, puis il regarda Pierre. Voir le sang se retirer de son visage, sa peau bronzée devenir grise, cela n'avait pas de prix. Le jeu était terminé, et maintenant l'heure était venue de régler les comptes. Laurent regardait la carte d'identité dorée sur la table et l'air de la pièce semblait avoir été aspiré. Son regard allait et venait entre le mot « vice-amiral » inscrit sur la carte et mon visage. Son cerveau refusait d'accepter que cette vieille femme négligée qu'il venait de rabaisser, qui perturbait le taux d'humidité de l'air par son souffle, était en réalité l'une des plus hautes responsables de la marine française. Le tremblement de ses mains fit légèrement cliquoter la carte qu'il tenait sur la table. Ce cliquetis était le seul bruit dans la pièce. « Ah, amiral Valois ?» dit-il, sa voix d'habitude si assurée était devenue un murmure raouk. « Mais comment est-ce possible ? Je veux dire, votre tenue, je pensais que… » « Qu'est-ce que vous pensiez, monsieur Deville ?» je dis sans élever la voix. Je contournai lentement la table et me dirigeai vers lui. Chaque pas que je faisais résonnait lourdement sur le sol, et à chaque pas, il rapetissait un peu plus. Pensiez-vous pouvoir juger de mon intelligence en vous basant sur mon apparence, ou pensez-vous que le grade ne s'obtient qu'avec des costumes italiens hors de cri ? Laurent recula un pas. Son dos heurta la porte. Il n'avait nulle part où s'enfuir. « Madame, amiral, je ne faisais que mon travail. Protéger les œuvres, c'est ma priorité. J'ai été mal compris. Si j'avais su qui vous étiez, si vous aviez su qui j'étais, dis-je en m'approchant tout près de lui. Il n'y avait que 10 centimètres entre nous. Je pouvais voir ses pupilles trembler.
Tu aurais dû mettre ton masque de fausse politesse, tu m'aurais offert du champagne, tu m'aurais vanté les mérites de l'exposition, et tu aurais caché ton arrogance sous ton mouchoir en cierre. Mais je ne voulais pas voir ta politesse, je voulais voir ton caractère, et je l'ai vu. Pierre s'était levé de sa chaise, les mains jointes derrière le dos, et nous observait en silence. Son visage affichait un relâchement que je n'avais pas vu depuis des années, voire même un léger sourire. Laurent, dans un dernier élan désespéré, passa à la défense. Il activa ce mécanisme de défense propre aux enfants gâtés des familles riches, le recours au non. « Écoutez », dit-il en essuyant son front en sueur. Il essaya de rendre sa voix un peu plus ferme. « C'est un événement malheureux, je l'admets, mais je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, amiral. Mon oncle est Jean-Paul Renard, secrétaire d'État au ministère de la Culture. C'est le ministre lui-même qui a signé ma nomination à ce musée. L'attitude que vous adopterez à mon égard pourrait entraîner des tensions entre les institutions. » Ah, voilà le coup que j'attendais. Une menace. Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un tireur d'élite qui vise sa cible. « Une tension interinstitutionnelle ?» répétai-je en savourant chaque mot. Je pris ma carte d'identité sur le bureau et la mis dans ma poche. Puis je tendis lentement la main vers le gros « registre d'inventaire de la marine » relié en cuir qui se trouvait sur le bureau de Pierre. Je pris le registre dans mes mains. C'était un registre lourd et imposant. J'ouvris bruyamment la couverture et tournai une page au hasard. « Les nominations ministérielles ne me concernent pas, Laurent, » dis-je. « Je suis militaire. Je me soucie de la chaîne de commandement et du droit de propriété. Et ce bâtiment dans lequel tu te trouves actuellement, le sol que tu foules et chacun de ces tableaux dont tu te vantes tant et que tu ne laisses personne approcher, j'ai pointé du doigt une ligne dans le cahier, sont enregistrés dans l'inventaire de la marine. Tous. Ce tableau de Trafalgar, ces sextants, ces maquettes de bateaux, tous ont techniquement le statut de navire de guerre et leur utilisation est soumise à l'autorisation exclusive du directeur du département d'histoire navale, c'est-à-dire moi. Je refermai le cahier d'un coup sec. Le bruit résonna comme un coup de feu. Laurent sursauta. « Et moi » ai-je dit en rendant ma voix aussi froide que le métal, en tant que personne sans culture artistique, sans vision et venue de la rue, j'ai trouvé la gestion de cette collection inadéquate, risquée et contraire à l'éthique. Laurent ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il semblait incapable de respirer. « Qu'est-ce que cela signifie » fut tout ce qu'il parvint à dire. « Cela signifie, dis-je en articulant chaque mot, que j'exerce mes pouvoirs, conformément à l'article 4 de la loi de 1842 sur la protection des biens de la marine, je ferme l'exposition permanente de ce musée. Je retire toutes les œuvres pour des raisons de sécurité et pour suspicion de mauvaise gestion. » La salle était glaciale, même Pierre était surpris. C'était une option nucléaire. Les yeux de Laurent sont sortis de leurs orbites. « Vous êtes fou ? Fermer l'exposition ? Ce serait un scandale international. Les billets ont été vendus, les sponsors ont été trouvés. Vous ne pouvez pas faire ça. » Je fis un pas de plus vers lui. Je m'approchais tellement près que je pouvais sentir l'odeur de peur sous son parfum coûteux. Parfois, dans la vie, le plus grand pouvoir n'est pas celui de faire quelque chose, mais celui de détruire quelque chose. Prendre à l'autre ce qu'il a de plus précieux, son jouet. Quand on ressent ce pouvoir, on doit l'utiliser à bon escient. Je l'ai utilisé. « Je peux le faire », ai-je murmuré. « Je l'ai même déjà fait. » Pierre prépare le procès-verbal. Motif, insuffisance du conservateur et mise en danger de la sécurité des œuvres. Puis je me suis retournée. Je me suis rassis dans le fauteuil de l'amiral et j'ai croisé les jambes. J'ai jeté un dernier regard à Laurent. Ce regard était un arrêt de mort. « Maintenant, allez dans votre bureau, monsieur Deville. Ne rangez pas vos affaires, car vous n'êtes pas encore licencié. Les contrôleurs vont d'abord venir. Ils examineront les factures des dîners que vous avez mangés sous le nom de frais de représentation et celles des soirées privées. S'il manque un seul centime, je vous ferai juger par un tribunal militaire. Même votre oncle ne pourra vous en sortir. » Laurent tremblait. Il avait perdu toutes ses couleurs. Il fit un pas chancelant vers la porte. « Au fait, » dis-je alors qu'il tenait la poignée de la porte. Il s'arrêta. Un léger sourire froid apparut sur mon visage. C'était le moment de prendre ma revanche pour les paroles qu'il m'avait adressées en bas. « Une fois les œuvres entreposées, tu n'auras plus grand-chose à faire ici. Mais je ne veux pas que tu restes sans rien faire.
J'ai pointé du doigt des murs vides. Vous pouvez désormais mesurer le taux d'humidité qui vous tient tant à cœur en regardant ces murs vides. Peut-être que votre souffle pourra l'équilibrer. Laurent a été secoué comme s'il avait reçu un coup. Il ne put prononcer un mot. Les épaules affaissées, toute sa fierté anéantie, il ouvrit la porte et sortit. Lorsque la porte se referma derrière lui, Pierre et moi nous nous retrouvâmes seuls. Pierre a pris une profonde inspiration et a secoué la tête en riant. « Mon Dieu, mon amiral, vous seul pouviez faire ça. Vous avez vu son visage, le taux d'humidité ?» Le rire de Pierre emplit la pièce. Je ne ris pas. Je pris seulement une profonde inspiration, car je savais que ce n'était que le début. Les hommes comme Laurent n'abandonnaient pas facilement. J'avais écrasé la tête du serpent, mais sa queue bougeait encore. Et cette queue s'étendait vers des endroits bien plus dangereux, les couloirs du ministère. « Arrête de rire, Pierre, » dis-je en tirant les dossiers sur la table vers moi. « La guerre ne fait que commencer. Apporte-moi ces relevés bancaires. Pas question de dormir cette nuit. » Je regardais par la fenêtre. La pluie avait cessé, mais la tempête ne faisait que commencer. Et moi, j'étais au cœur de cette tempête, à la barre. Les portes du musée étaient fermées aux visiteurs depuis des heures. Pierre, plongé dans les tableaux comptables posés sur son bureau, essuyait la sueur de son front. Les chiffres devant lui ressemblaient davantage au bilan d'un casino en faillite qu'au budget d'un musée. Quant à moi, une tasse de café chaud mais au goût amer à la main, j'étais affalé dans le fauteuil en cuir devant les écrans de sécurité. « Amiral !» dit Pierre, la voix tremblante de fatigue. Il repoussa ses lunettes sur son nez. « C'est incroyable. Il n'y a pas que les frais de représentation. La facture des produits chimiques achetés sur la rubrique matériel de restauration. Ces produits chimiques ne servent pas à nettoyer le vernis du XVIIIe siècle, mais à décaper la peinture industrielle des navires. Et les quantités, des tonnes. Avec cet argent, on pourrait repeindre un porte-avions, pas un musée. » J'ai souri. Je n'étais pas surpris. Les voleurs se croient généralement intelligents, mais ils commettent toujours la même erreur. Leur cupidité les rend imprudents. Ils commencent par voler de petites sommes, puis, comme ils ne se font pas prendre, ils augmentent les montants et finissent par faire des dépenses qui défient toute logique. Ne ferme pas ces fichiers, Pierre, ai-je dit, sans quitter l'écran des yeux, parce que le vrai spectacle va bientôt commencer. Sur le moniteur, je regardais l'angle de la caméra numéro 3. Elle montrait le couloir du bureau de Laurent. La lumière qui filtrait sous la porte indiquait qu'il y avait une activité intense à l'intérieur. Et ce bruit qui rompait le silence du couloir. Vrr, vrr, tac, vrr. Une déchiqueteuse à papier, la confession la plus sincère d'un coupable. Laurent n'était pas sorti de la pièce, n'avait pas parlé à personne, n'avait répondu à aucun appel téléphonique. Il avait probablement appelé son oncle, en qui il avait toute confiance, et ne parvenant pas à le joindre, il était passé à l'étape destruction des preuves. Pauvre homme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que nous étions au XXIe siècle, et qu'avant même qu'il ne quitte la pièce, j'avais fait signe à Pierre de faire une copie de sauvegarde du serveur principal du musée. À ce moment-là, il ne faisait que détruire des papiers, pas ses traces numériques. J'ai regardé ma montre. Il était 23h45. Le timing était parfait. Je pris mon téléphone et composai rapidement le numéro du colonel Moreau. Il était à la tête du comité de contrôle financier de la marine. Son surnom était le requin. Lorsqu'il détectait une erreur comptable, il se jetait dessus comme s'il avait senti l'odeur du sang. « Colonel », ai-je dit dès que le téléphone a été décroché, « l'équipe est-elle prête ?» À l'autre bout du fil, j'entendis la voix dure et métallique de Moreau. « Nous sommes à la porte, amiral. Les agents de sécurité du musée ont hésité à nous ouvrir, mais après leur avoir rappelé la procédure en cas d'intrusion dans une zone militaire, ils se sont montrés très coopératifs. »« Bien, » dis-je. « Venez directement au 3e étage, au service administratif. La Tible est dans son bureau. Et Moreau, soyez discret, ne faisons pas fuir le gibier. » Je raccrochai le téléphone et me levai. Je remis mon trench coat. Pierre me regardait avec inquiétude. « Que va-t-il se passer maintenant, amiral? Vont-ils l'arrêter ?» « Pas encore, Pierre, » répondis-je en me dirigeant vers la porte. « Nous allons d'abord lui montrer que ce qu'il tente de détruire, c'est en fait sa propre carrière. Venez avec moi. » Nous avons commencé à marcher silencieusement dans le couloir. Plus nous nous approchions du bureau de Laurent, plus le bruit de vrombissement devenait distinct. La machine était en difficulté et émettait des sons sourds. Il avait probablement mis trop de papier à la fois. La panique désactive les capacités motrices d'une personne. Lorsque nous arrivâmes à la porte de son bureau, je m'arrêtai. La porte était verrouillée. Je pouvais entendre Laurent parler tout seul à l'intérieur. « Bon sang, c'est quoi cette machine? Allez, allez, détruis-la. Tout doit disparaître, tout. » Mes amis, savez-vous à quel moment vous pouvez le mieux connaître le caractère d'une personne? Ce n'est pas quand elle est forte, c'est quand elle est acculée.
L'homme qui se trouve derrière la porte en ce moment, ce n'est pas le gentleman amateur d'art de la journée. C'est juste un imposteur effrayé qui essaie de sauver sa peau. Et croyez-moi, voir cette transformation est plus satisfaisant que de voir la justice se faire. Si vous avez déjà rencontré des gens hypocrites comme ça dans votre vie, aimez la vidéo pour montrer que vous n'êtes pas le seul. J'ai pris une profonde inspiration et je n'ai pas frappé à la porte. À la place, j'ai sorti la carte Master Key de ma poche et l'ai approchée du lecteur. La serrure s'est ouverte avec un bip électronique. J'ai ouvert la porte rapidement. Le spectacle valait le détour. Laurent, la cravate défaite, les manches de sa chemise retroussées, se tenait devant la déchiqueteuse, couvert de sueur. Le sol était jonché de morceaux de papier, comme si la neige était tombée dans le bureau. Son bureau était recouvert de piles de dossiers en désordre. En nous voyant, il a laissé tomber la liasse de papier qu'il tenait dans ses mains. Ses yeux se sont écarquillés comme ceux d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. « Vous !» s'écria-t-il d'une voix cassée. « Vous ne pouvez pas entrer ici. C'est une violation de propriété privée. Je ne faisais que classer de vieux documents. » Je suis entré lentement. Pierre m'a suivi, puis le colonel Moreau et 2 imposants inspecteurs militaires. Leurs uniformes étaient impeccables, leurs visages impassibles. Je regardais les piles de papier par terre, puis le hachoir à viande qui fumait à cause de la chaleur excessive, et enfin le visage de Laurent. « Vous rangez ?» ai-je dit en ramassant une poignée de bouts de papier par terre et en les laissant tomber en l'air. Je les ai regardés flotter comme des confettis. « Une technique de classement intéressante, monsieur Deville. Nous, l'ANI, appelons cela destruction de preuves dans la marine, et selon le code militaire, c'est un délit plus grave que le détournement de fonds. » Laurent sentit ses genoux fléchir lorsqu'il aperçut les inspecteurs derrière lui. Il tenta de s'agripper à son bureau. « Je suis innocent !» dit-il d'une voix désormais tremblante. « Je vais appeler mon oncle, je vais appeler mon avocat, c'est un complot. » Le colonel Moreau s'avança. Sa voix résonna dans la pièce comme un coup de marteau. « Vous ne pouvez pas appeler, monsieur. » dit-il. « À partir de maintenant, cette pièce est considérée comme une scène de crime. Nous saisissons tous les appareils électroniques, les documents et le papier mâché qui se trouvent dans cette pauvre machine. » Laurent se tourna vers moi. Son regard arrogant avait disparu, remplacé par une expression suppliante. « Amiral Valois, je vous en prie, nous pouvons discuter. Il y a un malentendu. Cet argent était destiné à l'exposition. Il fallait faire certaines dépenses non déclarées, vous savez. C'est comme ça dans le monde de l'art. Il faut de la liquidité. Je peux vous expliquer. » Je me suis approché de lui. J'ai pris une facture non encore payée qui se trouvait sur la table. Château de luxe, 12 000 €, hébergement spécial. « Le monde de l'art, tu dis ?» dis-je en lui montrant la facture. « Cet hôtel, à quelle collection du musée appartient-il, Laurent ? Ou était-ce aussi une œuvre que tu as réalisée pour équilibrer l'humidité ?» Il ne répondit pas, il baissa la tête. « Colonel, dis-je en me retournant, faites le nécessaire, faites sceller tout le bureau, faites sortir M. Deville avec courtoisie, et s'il vous plaît, fouillez-le avant qu'il ne parte. Qui sait, il cache peut-être un Van Gogh dans la doublure de sa veste. » Lorsque les soldats ont pris Laurent par les bras, il avait cessé de résister. Alors qu'on le traînait dans le couloir, il m'a jeté un dernier regard. Ce regard était rempli de haine, une haine pure et distillée. « Ça ne restera pas comme ça !» cria-t-il en étant traîné dans le couloir. « Quand mon oncle l'apprendra, il t'enfoncera dans ton uniforme, Valois. Tu m'entends ? Je te détruirai. » Sa voix s'éloigna, coupée par la fermeture des portes de l'ascenseur. Pierre prit une profonde inspiration et s'effondra sur une chaise. « C'est fini, amiral ?» Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la nuit. En bas, j'ai vu Laurent monter dans la voiture de police. Les gyrophares bleus et rouges éclairaient les rues pluvieuses de Paris. « Non, Pierre, » dis-je en regardant mon reflet dans la vitre. « Laurent n'était qu'un pion. Et quand un pion tombe, les vrais joueurs doivent entrer en scène. Demain matin, nos téléphones ne cesseront de sonner. Le ministère, la presse, les avocats, ils vont tous nous tomber dessus. » Je me suis retourné et j'ai adressé à Pierre mon célèbre sourire d'avant-guerre. « Êtes-vous prêt ?» Pierre sourit et ajusta ses grunières. « Tant que vous êtes aux commandes, je suis prêt, amiral. »« Bien, » ai-je dit. « Alors refais ton café. Parce que nous allons passer une très longue nuit à reconstituer ces morceaux de papier déchirés. Tu aimes les puzzles ?» Nous avons passé la nuit sans dormir, à reconstituer les papiers déchirés par Laurent et à analyser les sauvegardes numériques. Sur la table devant moi, il n'y avait plus seulement des soupçons, mais des preuves concrètes.
De fausses factures, des virements vers des sociétés écrans et pire encore, des documents montrant que les montants des assurances sur les œuvres d'art avaient été falsifiés. Pierre a éteint son téléphone et s'est tourné vers moi. Son visage était comme celui d'un fantôme. « Amiral, c'est le 10e appel. Le service de presse du ministère de la Culture, ils veulent que nous publions un communiqué de presse affirmant que l'arrestation de Laurent est un malentendu. S'ils ne le faisons pas, ils menacent de geler les fonds du musée. » J'ai pris une gorgée de café. Il était froid, mais cela m'était égal. « Attends, Pierre, dis-je d'une voix calme. Les pions ont fait leur coup. C'est maintenant au tour du roi. » Et à ce moment précis, le téléphone Direct Line spécial, avec son voyant rouge clignotant posé sur la table, se mit à sonner. Ce numéro n'était pas accessible au public. Seuls les ministres, les secrétaires d'État et les hauts fonctionnaires le connaissaient. Pierre a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai arrêté. « Laisse sonner », ai-je dit. « Les faire attendre blesse leur ego, cela les incite à commettre des erreurs. » Lorsque le téléphone sonna pour la 5e fois, je décrochai calmement le combiné. « Amiral Valois », ai-je dit. Ma voix a tranché le silence du matin comme un couteau. À l'autre bout du fil, il y avait cette voix célèbre, veloutée mais venimeuse. Jean-Paul Renard, secrétaire d'État à la Culture et oncle de Laurent, en qui celui-ci avait une confiance aveugle. Il parlait avec cette politesse affectée que j'avais vue à la télévision. « Ah, chère Colette, ou devrais-je dire Amiral Valois, comment allez-vous ?»« Venez-en au fait, Jean-Paul, dis-je. Je n'ai pas encore fini mon café du matin et je suis trop vieille pour les politesses. » Jean-Paul a souri légèrement, mais ce sourire n'avait rien de joyeux. Toujours aussi direct et franc, j'aime ça. Écoutez, amiral, hier soir, un incident malheureux s'est produit avec mon neveu Laurent. Le pauvre garçon a peut-être agi de manière un peu impulsive, mais le mettre en détention comme s'il s'agissait d'un criminel militaire, n'est-ce pas un peu excessif? Nous sommes à Paris, Colette, pas au front. Détournement de fonds, falsification de documents et destruction de preuves, dis-je en fouillant dans les dossiers devant moi. Ce ne sont plus des crimes à Paris, Jean-Paul, ou bien les lois ne s'appliquent-elles pas à ta famille? Le ton de la voix à l'autre bout du fil changea soudainement. Le ton velouté disparut, remplacé par une voix bureaucratique glaciale. « Écoute-moi bien, Valois, ce gamin sera libéré, cette exposition aura lieu, et toi, tu prendras ta retraite avec ta paranoïa militaire. Sinon, je vais envoyer une armée d'inspecteurs dans ton cher service d'histoire navale, et qui ne touchera même pas ta pension. Je vais passer au crible tous tes dossiers, toutes tes dépenses, tout. Je vais détruire ta réputation. » J'ai fermé les yeux et pris une profonde respiration. Non pas par peur, mais par plaisir, parce qu'il me menaçait, et la menace était le plus grand signe de peur. Mes amis, quand quelqu'un commence à vous menacer, ne reculez surtout pas. La menace montre qu'ils sont à court d'arguments. Quand ils n'ont plus d'arguments rationnels, ils essaient seulement de vous effrayer, et moi, je me nourris de la peur. Jean-Paul, ai-je dit en baissant encore plus la voix, avant de me menacer, tu aurais dû me demander ce que nous avons trouvé dans ces papiers que Laurent a essayé de déchirer sans y parvenir. Il y eut même un silence. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Ta signature, répondis-je en mentant. Nous n'avions pas encore trouvé sa signature, mais le bluff, c'est la moitié de la bataille. Il semble que ton paraphe figure sur certains documents d'approbation, sous ces fausses factures. Bien sûr, les résultats du laboratoire criminel le confirmeront. C'était un baril risqué, mais je pouvais entendre Jean-Paul retenir son souffle. Ce silence était la plus grande des confessions. « Tu bluffes ?» dit-il, mais sa voix tremblait. « Vraiment ?» répondis-je. « Alors envoie tes inspecteurs, Jean-Paul. Je les attends tous. Mais avant qu'ils arrivent, j'aurai envoyé une copie de ces dossiers au journaliste d'investigation du Monde que tu aimes tant. Tu sais, celui qui a écrit l'année dernière sur les accusations de corruption qui pesaient sur toi. » Un souffle sec retentit à l'autre bout du fil. « Tu ne peux pas faire ça. Ce serait une déclaration de guerre. »« C'est vous qui avez déclenché la guerre, » répondis-je. « Quand Laurent m'a humilié dans ce musée, quand vous l'avez installé indûment dans ce fauteuil, vous avez déclenché la guerre. Vous en subirez maintenant les conséquences. » Je lui raccrochai au nez. Pierre me regardait avec effroi. « Amiral, vous venez de menacer le secrétaire d'État et a-t-il vraiment signé ?» J'ai souri et lui ai montré le papier vierge sur la table. « Pas encore, Pierre, mais vu sa réaction, il doit certainement être quelque part, et nous allons le trouver. » Je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre. En bas, plusieurs voitures aux vitres teintées étaient garées devant le musée. Des hommes en costume en sortaient. «
Prépare-toi, Pierre, ai-je dit. Jean-Paul a mordu à l'hameçon, mais il n'a pas abandonné. Il envoie ses hommes. Ils viennent prendre le contrôle du musée. Pierre pâlit. Que faire? On ne peut pas les arrêter. Ils viennent sur ordre du ministère. J'ai boutonné ma veste et redressé les épaules. Nous n'allons pas les arrêter, Pierre, dis-je. Nous allons les laisser entrer, parce que j'ai une merveilleuse surprise pour nos invités. Tu te souviens? Je t'avais dit de suivre non seulement les traces papier, mais aussi les traces numériques. Pierre a hoché la tête. Bien, ai-je dit, parce que ce fichier crypté que nous avons trouvé sur l'ordinateur de Laurent, je viens de le décrypter, et son contenu est de nature à mettre fin non seulement à la carrière de Jean-Paul, mais aussi à sa vie. Je me dirigeais vers la porte. Allons-y, Pierre. Il est de coutume d'accueillir les invités à la porte, et rappelons-leur qui est le propriétaire de ce musée. Lorsque les lourdes portes en bronze de l'entrée principale du musée s'ouvrirent, ce n'est pas seulement l'air froid du matin qui pénétra à l'intérieur, mais aussi le visage froid et bureaucratique de l'État. 4 hommes, tous habillés comme des clones, costumes gris foncé, chemise blanche, cravate noire et fins fils transparents dans les oreilles. Leurs visages étaient dépourvus d'expression. Ils n'étaient pas venus visiter le musée, ils étaient venus régler un problème. L'homme en tête du groupe, qui semblait être le chef, avait les cheveux rasés à la militaire et le regard sévère. La cadence rythmée de ses pas trahissait son passé dans l'armée ou la police. Pierre tremblait à côté de moi. « Amiral, ce ne sont pas des inspecteurs du ministère, murmura-t-il. Ce sont des hommes du bureau spécial. Ils sont généralement envoyés pour nettoyer les sales affaires. » « Je sais, Pierre, répondis-je sans quitter les nouveaux arrivants des yeux. On les appelle les effaceurs, ils effacent les erreurs. Mais ils oublient une chose, certaines encres ne s'effacent pas. Je descendis les escaliers lentement et prudemment, en direction des 4 hommes. À chaque marche, le bruit de mes talons résonnait dans le hall vide comme un tambour de guerre. Les hommes s'arrêtèrent et levèrent les yeux vers moi. Leur chef boutonna sa veste et m'attendit. Je m'arrêtai à la dernière marche. Il y avait 5 mètres entre nous. « Contre-amiral Valois », dit l'homme. Sa voix était rauque et dénuée d'émotion, comme du papier de verre. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un document plié. « Voici le document d'autorisation d'urgence signé par le ministre. » Il me tendit le document. Je ne le pris pas. Je me contentais de regarder le cachet rouge qui y figurait. « La direction du musée, continua Leclerc, sans prêter attention au vide dans ma main, est désormais entre nos mains. Tout le personnel est mis en congé administratif, incluant vous et Monsieur Dupont. Veuillez quitter le bâtiment sans emporter vos effets personnels. Remettez également les clés de la salle des serveurs. » Pierre fit un pas en avant pour protester, mais les 2 hommes derrière Leclerc se tournèrent vers lui d'un air menaçant, ce qui le fit reculer. J'ai souri. Je mis mes mains dans mes poches de mon trench-coat. « Monsieur Leclerc, dis-je, d'une voix calme, comme si je parlais de la météo. Je suis votre carrière. Je me souviens comment vous avez nettoyé le scandale douanier du port de Marseille il y a 3 ans. Jean-Paul vous réserve manifestement les missions les plus difficiles. » Une lueur de surprise passa dans les yeux de Leclerc, mais il se ressaisit aussitôt. « Nous appliquons les ordres, madame. Ne nous compliquez pas la tâche. Nous ne voulons pas avoir à appeler les forces de sécurité. »« Les forces de sécurité ?» répondis-je en riant. « Nous sommes dans un musée militaire, Leclerc. C'est moi qui assure la sécurité ici. Mais vous avez raison, ne créons pas de problème. Juste avant de partir, je sortis mon téléphone de ma poche. Je voudrais vous faire écouter quelque chose. Un petit extrait du fichier crypté que nous avons trouvé dans l'ordinateur de Laurent, dans le dossier « Projet, le navire fantôme ». Le visage de Leclerc s'étendit. « Ce téléphone est une preuve appartenant à l'État. Remettez-le immédiatement. » Il fit signe à ses hommes. 2 d'entre eux s'avancèrent vers moi. C'était le moment. Il y a des moments dans la vie où vous devez abattre toutes vos cartes. Si vous ne bluffez pas, c'est le moment de la victoire. Mais si votre adversaire est puissant, la carte que vous avez en main doit être non seulement un as, mais aussi un joker. Et mon joker était plus puissant qu'il ne pouvait l'imaginer. « Arrêtez !» ai-je crié. Ma voix était si forte et autoritaire que les hommes se sont arrêtés par réflexe. J'ai posé mon doigt sur le gros bouton rouge de l'écran du téléphone. « Ce téléphone, dis-je en regardant Leclerc droit dans les yeux, est connecté au système audio principal du musée et à un serveur externe. Si j'appuie sur ce bouton, ou pire, si je n'entre pas un code spécial dans les 10 minutes pour arrêter le système, je levai le téléphone en l'air,
La conversation téléphonique spéciale que Laurent et son oncle Jean-Paul ont eue le mois dernier sera diffusée non seulement par les haut-parleurs de ce hall, mais aussi dans les boîtes mail de toutes les grandes agences de presse à Paris. Leclerc se figea. Quelle conversation? Ah, vous savez, celle où ils ont dit «Déclarons l'astrolabe du XVIIe siècle comme perdu et vendons-le discrètement à un collectionneur saoudien pour 2 millions d'euros». Les enregistrements sont très clairs, Leclerc. La voix veloutée de Jean-Paul, si courtoise même lorsqu'il avoue son crime, vaut la peine d'être entendue. Leclerc pâlit complètement. Il fit signe aux hommes derrière lui d'attendre. C'est une écoute illégale, dit-il, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Ce qui est illégal, dis-je en faisant un pas vers lui, c'est d'utiliser le musée national comme si c'était la boutique d'antiquités de votre famille. Ce qui est illégal, c'est voler et de vendre des objets historiques. Ce que j'ai fait, c'est simplement du patriotisme. Leclerc déglutit. Il essuya son front en sueur. Il était à la croisée des chemins. Soit il exécutait ses ordres et confisquait mon téléphone au risque de voir l'enregistrement divulgué, soit il battait en retraite. « Que voulez-vous » demanda-t-il à voix basse. « C'est très simple, répondis-je. Tournez le dos, prenez vos hommes, sortez par cette porte et dites à Jean-Paul « L'amiral ne bluffe pas, et le dossier qu'il a entre les mains est bien plus épais que nous le pensions. Ah, et encore une chose, je désignai Pierre. On ne touche pas au bureau du directeur, on ne touche pas au serveur. Si un seul octet de données est effacé, la clé du mort se déclenche, et demain matin, vous verrez la photo de Jean-Paul à la une du journal Le Monde. » Silence, ce long silence tendu. Le tic-tac de l'horloge dans le hall ressemblait au compte à rebours d'une bombe. Leclerc me regarda, puis mon téléphone, puis à nouveau moi. Il cherchait la moindre trace de peur dans mes yeux, mais tout ce qu'il trouvait, c'était cette sombre détermination au fond de l'océan. « Ce n'est pas fini, Valois, » dit-il entre ses dents. « Je sais, répondis-je en souriant, nous ne faisons que commencer. » Leclerc fit un signe sévère à ses hommes. « On y va !» Ils se tournèrent, ils se dirigèrent vers la porte avec la même discipline militaire, mais cette fois-ci les épaules un peu plus lourdes. En franchissant la porte, Leclerc ne se retourna même pas pour me regarder une dernière fois. Lorsque les portes en bronze se fermèrent derrière eux, Pierre s'effondra sur la marche où il se tenait. « Mon Dieu !» dit-il en se couvrant le visage de ses mains. « Mon amiral, cet enregistrement existe-t-il vraiment ou était-ce encore un bluff ?» J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je me suis assis à côté de Pierre. « Il y a un enregistrement, Pierre, » j'ai dit, mais le système Deadman's Switch s'était un peu exagéré. Je n'avais préparé qu'un brouillon d'email, c'est tout. Pierre a éclaté de rire. Il avait relâché la pression. Mais, j'ai dit en redevenant sérieux, cette victoire est temporaire. Leclerc s'est retiré, mais Jean-Paul est maintenant acculé comme un cat. Et quand les chats sont acculés, il griffe. Il trouvera un autre moyen de nous attaquer, un moyen plus sale, plus personnel. Je me suis levée et j'ai pris Pierre par l'épaule. « Lève-toi, Pierre. Avant qu'il ne divulgue vraiment cet enregistrement à la presse, nous devons trouver un moyen de l'utiliser plus efficacement. Il ne suffit pas de démettre Jean-Paul de ses fonctions. Nous devons faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais franchir les portes de l'État. Et pour cela, mon regard s'est posé sur l'énorme affiche du Grand Gala de la Marine qui se profilait à l'entrée du musée. Nous avons une scène parfaite pour cela. Les matins parisiens sont généralement empreints de sérénité, avec leur odeur de pain frais, de café et d'humidité légère. Mais ce matin-là, Paris sentait l'encre et la trahison. La une du Figaro, devant moi, montrait à quel point la contre-attaque de Jean-Paul Renard pouvait être impitoyable. Le titre était énorme. La Dame de fer rouille-t-elle ? Allégations choquantes concernant l'amiral Valois, légende de la marine, paranoïa et inquiétude quant à sa santé mentale. Je n'ai même pas lu l'article, je pouvais en deviner le contenu. Basé sur des sources anonymes, les informations prétendaient que j'avais récemment créé des ennemis imaginaires, que j'avais harcelé le personnel du musée et que je montrais même des signes de démence. Jean-Paul était intelligent. Au lieu de me démettre de mes fonctions, il avait choisi de détruire ma réputation. Si je publiais maintenant les enregistrements que j'avais en ma possession, personne ne me croirait. On dirait que ce sont les cassettes montées par une vieille femme dérangée en quête de vengeance. Pierre s'est effondré sur la table, une tablette à la main. Il avait les yeux cernés. « Amiral, avez-vous vu ça ? Il n'y a pas que les journaux. Les réseaux sociaux s'emballent. Ils ont lancé le hashtag Valois démission. Laurent est en direct à la télévision et verse des larmes de crocodile en disant «
L'amiral est comme une mère spirituelle pour moi. Son état me rend triste. C'est un assassinat de réputation. J'ai pris un morceau de mon croissant et l'ai mis dans ma bouche. Je l'ai mâché calmement. Calme-toi, Pierre, dis-je. C'était prévisible. Jean-Paul essaie de neutraliser la clé du mort. En polluant la source, il dévalorise l'information. Mais ils sont en train de gagner, s'écria Pierre avant de baisser la voix. Le conseil d'administration du musée m'a appelé. Ils envisagent d'annuler le gala. Ils disent que vous devez vous reposer. J'ai souri. J'ai pris une gorgée de café. Formidable, dis-je. Pierre me lança un regard qui me fit penser que ce qui était écrit dans les gros titres était peut-être vrai. C'est génial, mon amiral, votre carrière est terminée. Pierre, dis-je en me penchant vers la table, le moment le plus dangereux dans une guerre, c'est quand l'ennemi te croit mort, parce qu'à ce moment-là, il baisse sa garde, il enlève son armure, il est grisé de victoire. Jean-Paul pense qu'il a gagné, il pense que je suis acculé, que je panique. Mes amis, que faites-vous lorsque de fausses rumeurs circulent à votre sujet ? La plupart des gens se mettent immédiatement sur la défensive et s'écrient « Non, c'est faux », mais cela ne fait qu'attiser le feu. Parfois, il faut laisser la boue vous recouvrir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle sèche, il est beaucoup plus facile de s'en débarrasser. Et jusqu'à ce moment-là, votre ennemi vous considère comme sale et inoffensif. Avez-vous déjà essayé cette stratégie ? Que ferons-nous alors ? Resterons-nous silencieux ? Non, répondis-je. Au contraire, nous allons répondre très bruyamment, mais pas aujourd'hui. Demain soir, au gala. Je sortis mon stylo de ma poche et griffonnai quelque chose sur le bord du journal. Pierre, appelle le conseil d'administration. Dis-leur que je suis très désolé pour les accusations portées contre moi, que ma santé est peut-être vraiment compromise, et annonce-leur que je démissionnerai officiellement demain au gala, devant tous les donateurs et la presse. Pierre en resta bouche bée. Démissionner ? On abandonne ? C'est un cheval de Troie, Pierre, dis-je en clignant l'œil. Jean-Paul et Laurent voudront me voir m'effondrer publiquement, monter sur scène et faire mes adieux en tremblant. C'est la plus grande récompense pour leur ego. En apprenant cette nouvelle, ils n'annuleront pas le gala. Au contraire, ils y convoqueront toute la presse. Ils voudront retransmettre leur victoire en direct. Une lueur s'alluma lentement dans les yeux de Pierre. Et nous, nous transformerons cette retransmission en direct en leur enterrement, j'ai conclu. Maintenant, va voir l'équipe technique. Il faudra modifier un peu la vidéo « Histoire du musée » qu'ils ont préparée pour la présentation de demain. Pierre se leva d'un bond, retrouvant son énergie d'antan. « Tout de suite, mon amiral. » Après son départ, j'ai appelé le serveur et demandé l'addition. J'ai laissé le journal sur la table. J'ai posé ma tasse de café sur la photo souriante de Jean-Paul Renard. Je passais le reste de la journée au cœur de cette tempête silencieuse. Je rentrai chez moi, je sortis de mon armoire cette housse spéciale, mon uniforme d'amiral. Blanc, repassé au fer, avec des galons dorés sur les épaules, les plus hautes distinctions de France sur la poitrine. Je l'ai étalé sur le lit. Je ne l'avais pas porté depuis des années. J'ai touché le tissu. Chaque médaille avait une histoire, un prix. Des hommes comme Jean-Paul ne pourraient jamais comprendre le poids de cet uniforme. Pour eux, le pouvoir était une signature ou un compte en banque. Pour moi, le pouvoir était de ne pas abandonner le navire au milieu de la tempête. Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Paul. Je l'ai décroché, sa voix était encore plus joyeuse que la une du journal du matin. « Colette, j'ai entendu dire que tu démissionnais. C'est une excellente décision, ma chérie. La santé passe avant tout. Je serai à la gala demain soir pour te soutenir. » Pour me soutenir, c'est-à-dire pour me regarder dans les yeux en me plantant le couteau dans le dos. « Merci Jean-Paul », ai-je répondu, en prenant soin de rendre ma voix âgée et fatiguée. Je n'ai plus la force de me battre. Demain, je céderai tout. « C'est mieux ainsi, dit-il. Ne t'inquiète pas, Laurent s'occupera très bien du musée. Profite de ta retraite. » Je raccrochai le téléphone. Je me suis placée devant le miroir. La femme fatiguée et âgée avait disparu. Le regard de requin était revenu dans mes yeux. « Je n'ai plus la force de me battre, Jean-Paul, » murmurai-je, parce que je rassemblais les forces nécessaires pour mettre fin à la guerre. Je commençais à boutonner mon uniforme. Demain soir, Paris serait en feu, et ce feu serait allumé par l'orgueil de Jean-Paul. Ce soir-là, le musée ressemblait davantage aux coulisses d'un défilé de mode qu'à un temple de l'histoire.
Laurent avait justifié les sommes astronomiques dépensées au titre des frais de représentation sur le budget du musée. Tout était décoré d'orchidées fraîches, les serveurs servaient les champagnes les plus chers sur des plateaux en argent et la crème de la crème parisienne s'échangeait des compliments hypocrites. Dans un coin, j'observais Jean-Paul Renard. Je n'étais pas encore entré dans la salle, mais depuis le balcon ombragé, je surveillais ma cible comme un tireur d'élite. Jean-Paul s'adressait à un groupe de journalistes qui l'entouraient, arborant son masque paternel. L'amiral Valois, disait-il en agitant tristement son verre, a beaucoup fait pour la France. Mais vous savez, la vieillesse, l'esprit se fatigue parfois avant le corps. Son départ ce soir est la meilleure décision qu'il pouvait prendre pour une retraite honorable. Les journalistes hochaient la tête en prenant des notes. Laurent, debout à côté de lui, se tenait droit, comme si le musée lui avait déjà été légué. Son smoking lui allait comme un gant, mais son attitude n'avait rien de la noblesse aristocratique. Elle reflétait plutôt l'arrogance d'un nouveau riche. « Ma tante, je veux dire l'amiral Valois, » dit Laurent, ajoutant un nouveau mensonge à la liste. Elle me disait toujours « Mon fils, ce musée sera un jour confié à ta vision. » Ce soir, nous accomplissons son souhait. J'avais la nausée, j'en avais assez vu. Pierre s'approcha de moi. Il portait lui aussi un smoking, mais de couleur crayeuse. « Amiral, l'équipe technique est prête. Elle attend votre signal. Mais êtes-vous sûr ? C'est un chemin sans retour. » J'ai ajusté mes gants. Des gants blancs de cérémonie. « Pierre, dis-je, sans quitter Jean-Paul des yeux, le chemin du retour n'est pour ceux qui ont quelque chose à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ma réputation ? Ils l'ont déjà détruite dans les journaux du matin. Il est temps maintenant d'aller faire la une que j'ai moi-même écrite. » Je me dirigeais vers les escaliers. Quand vous entrez dans une pièce, la façon dont les gens vous regardent dépend davantage de votre énergie que de votre tenue de vêtements. Si vous entrez avec un air abattu, vaincu, c'est ainsi qu'ils vous verront. Mais si vous entrez comme si vous portiez le poids d'un empire sur vos épaules, sans paraître le moindrement fatigué par ce fardeau, alors ils retiendront leur souffle. J'ai fait signe de la tête à l'agent devant les grandes portes. L'agent a frappé 3 fois le sol avec son bâton. Tac, tac, tac. Mesdames et messieurs, la présidente du département de l'histoire et des musées de la marine, la contre-amirale Colette Valois. Les portes s'ouvrirent de part et d'autre. La musique n'a pas cessé, mais le brouhaha dans la salle s'est arrêté net. Tout le monde s'est tourné vers moi, au sommet des marches. Le faux air triste sur le visage de Jean-Paul s'est figé. Le verre que Laurent tenait à la main s'est légèrement incliné. Car devant eux, il n'y avait pas cette femme sénile, malade et âgée décrite dans les journaux. Devant eux se tenait un monument vêtu de l'uniforme de cérémonie blanc. Les boutons dorés de ma veste brillaient à la lumière des lustres. Sur ma poitrine gauche, les médailles que j'avais gagnées au cours de ma carrière, Légion d'honneur, Ordre du mérite, Médaille du service outre-mer, reposaient comme une lourde armure. Je portais mon chapeau et mon épée de cérémonie à la ceinture. Je me mis en marche. En descendant les marches, on n'entendait aucun bruit. Seul le son rythmique et autoritaire de mes bottes militaires sur le marbre. Tac, tac, tac. La foule s'est écartée en deux, comme lorsque Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge. Personne n'osait se tenir devant moi. Des murmures ont commencé. Elle était malade, non ? Mon Dieu, regardez cette femme, elle marche droit. C'est elle qui a perdu la raison ? Je me dirigeais directement vers Jean-Paul et Laurent, qui se trouvaient au centre. Laurent recula instinctivement. Jean-Paul, en politicien professionnel, se ressaisit immédiatement et vint vers moi en m'ouvrant les bras. « Colette, ah, ma chère amie, tu es magnifique ! Nous étions justement en train de dire à quel point tu avais l'air fatiguée, mais je vois que l'uniforme t'a redonné vie. » Il a essayé de m'embrasser. Je ne l'ai même pas touché. Je me suis contentée de rester debout devant lui et je ne lui ai pas tendu la main. J'ai laissé ses bras en l'air dans le vide. C'était la manière la plus diplomatique de lui dire « Je ne te connais pas et je ne te respecte pas ». « Jean-Paul », dis-je d'une voix si forte qu'elle pouvait être entendue même sans micro, « arrête de me complimenter. Nous ne sommes pas à mon enterrement. Pas encore. » Le sourire de Jean-Paul s'est figé. J'ai vu cette lueur dangereuse dans ses yeux. « bien sûr, a-t-il murmuré d'une voix que moi seule pouvais entendre. « Fais ton show, Colette. Profites-en, une dernière fois. Demain matin, cet uniforme ne sera plus qu'un costume. » Je lui répondis par un sourire froid. « On verra bien. » Puis je me suis tournée vers Laurent. Il n'était pas aussi courageux que Jean-Paul. Il détourna les yeux. « Le podium est prêt, monsieur Deville ?» demandai-je.
Oui, amiral, répondit-il en bégayant. Elle a été préparée pour vous, pour votre discours d'adieu. Très bien, ai-je dit. Je traversai la foule et montai sur scène. Lorsque j'arrivai à la tribune, toute la salle se tut. Des centaines de regards étaient braqués sur moi. Jean-Paul, assis au premier rang, les bras croisés sur la poitrine, semblait me dire « Allez, finis-en et pars ». Le rang à lui se rongeait les ongles avec excitation. J'ai réglé le micro, j'ai regardé la salle. Chers invités, représentants du ministère et chers membres de la presse, ai-je commencé. Nous sommes ici aujourd'hui pour clore une période. Comme vous l'avez lu dans les journaux, il y a certaines inquiétudes à mon sujet. On dit que je suis fatigué, que je fais des rêves, voire que j'invente des crimes qui n'existent pas. Jean-Paul s'est penché vers le ministre adjoint à côté de lui et lui a chuchoté quelque chose avec satisfaction. Il pensait que j'avais avoué. Et peut-être ont-ils raison, ai-je poursuivi. J'ai baissé légèrement la voix. Peut-être ai-je vraiment vieilli, car à mon époque, l'honneur n'était pas un mot, mais un mode de vie. À mon époque, un fonctionnaire ne pouvait pas utiliser l'argent public comme s'il s'agissait de son propre portefeuille. À mon époque, le vol n'était pas qualifié de vision et le mensonge de relations publiques. Il y eut un remous dans la salle. Le sourire de Jean-Paul s'estompa. Il fronça les sourcils. Il essayait de comprendre où je voulais en venir. C'est pourquoi, dis-je en élevant encore la voix, je suis venu présenter ma démission, car je ne parviens pas à m'adapter à ce nouveau monde. Jean-Paul poussa un souffle de relâchement. C'était fini, il avait gagné. Mais, dis-je, ce mais résonna dans la salle comme un coup de fouet. Avant de partir, je voudrais vous montrer la véritable histoire de ce musée. Nous avons apporté une petite modification à la superbe présentation préparée par Monsieur Laurent. Voyons où a mené ce nouveau musée au cours des 6 derniers mois, non pas avec des chiffres, mais avec des faits. J'ai levé ma main et fait signe à Pierre dans la salle technique. Lumière. La salle s'est assombrie. Un immense écran de projection est descendu derrière la scène. Jean-Paul s'est levé d'un bond. Il avait compris que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il » a-t-il crié. « Ce n'était pas prévu dans le programme !» Dans l'obscurité, je me suis penché vers le micro et j'ai chuchoté « Asseyez-vous, Jean-Paul, et profitez du film. Vous êtes la vedette. » Et la première image apparut sur l'écran. Mon oncle, j'ai présenté ces factures comme des frais de restauration, mais j'ai transféré l'argent à ta société écran en Suisse. L'amiral, avec son âge avancé, ne s'en rendra jamais compte. Bravo, mon lion, mais sois prudent. Cette femme n'est pas intelligente, mais elle est têtue. Si nécessaire, nous divulguerons quelques informations absurdes à la presse et nous en finirons avec elle. Un soupir collectif s'éleva dans la salle. Ah! Ce n'était que le début. Le silence initial de choc dans la salle fit place à un bourdonnement semblable à celui d'une ruche. Des centaines de têtes se tournèrent les unes vers les autres, les chuchotements se mêlaient aux cris. Le masque de courtoisie de la société parisienne était tombé, laissant place à une curiosité et une horreur pure. La vidéo continuait à défiler sur l'écran. L'image avait changé, laissant place à un gros plan d'un relevé bancaire. Date 14 octobre. Transaction, restauration d'antiquités. Montant, 450 000 €. Destinataire, Renard Consulting, île Caïman. Lorsque Jean-Paul arriva en haut des marches, son visage était livide. L'homme calme et diplomate avait disparu, remplacé par une bête sauvage acculée dans un coin. « Éteignez ça !» hurla-t-il, la voix déchirée. « C'est un complot, c'est un montage, c'est de l'intelligence artificielle, tout est faux !» Il bondit sur scène et se précipita vers moi. Son but était de m'arracher le micro des mains. Je ne bougeais pas, je ne reculais pas. Je posais simplement ma main sur la poignée de l'épée de cérémonie à ma ceinture. Ce n'était pas pour dégainer, mais par réflexe militaire. Mais ce simple geste suffit à le stopper. Je vis la peur dans ses yeux. S'en prendre à un amiral en uniforme, c'est comme se heurter à un mur psychologique pour un civil. Il s'est arrêté. À bout de souffle, il s'est arrêté à seulement 1 mètre de moi. « Tu vas payer pour ça, Colette », a-t-il sifflé, crachant partout. « Je te ferai juger pour trahison, pour avoir divulgué des secrets d'État. » Je me suis penché vers le micro, sans le quitter des yeux. « Un secret d'État, Jean-Paul » dis-je, ma voix résonnant dans toute la salle. « Depuis quand voler l'argent du peuple est-il un secret d'État ? Ou devrais-je plutôt parler de ton secret de famille ?»
Une salve d'applaudissements retentit dans la salle. D'abord une seule personne, puis une autre, et soudain toute la salle. La crème de la crème avait vu le vent tourner et avait décidé de se ranger du côté du vainqueur. Jean-Paul se retourna, stupéfait. Il regarda la foule qui l'applaudissait, celle-là même qui, 5 minutes plus tôt, le couvrait d'éloges. Son expression était celle d'un roi assistant à la chute de sa couronne. Laurent, quant à lui, était figé au bord de la scène, comme une statue. Ses yeux étaient rivés sur son image projetée sur l'écran. À cet instant, il comprit. Il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait que des barreaux. Maintenant, en faisant signe à Pierre qui se tenait au bord de la scène, je pense qu'il est temps de regarder la fin du film en direct. Les portes principales du musée se sont rouvertes, mais cette fois, ce n'était pas moi qui entrais. Vêtus de leurs uniformes bleus, de leurs vilets pare-brise et armés de leurs armes automatiques, les membres de la brigade spéciale de la gendarmerie nationale entrèrent, suivis de près par le procureur chargé des affaires criminelles, vêtu d'un costume sombre. La musique s'est complètement arrêtée. Les serveurs ont posé leur tratteau. Le procureur s'est dirigé vers la scène, un dossier à la main. Ses pas étaient rapides et déterminés. Il s'est arrêté à côté de Jean-Paul. « Jean-Paul Renard, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, falsification de documents, abus de pouvoir et création d'une organisation criminelle. » Jean-Paul éclata d'un rire hystérique et nerveux. « Pour qui vous prenez-vous? Je suis secrétaire d'État, je suis intouchable. Appelez le ministre, appelez le président. » Le procureur souleva le couvercle du dossier. « Monsieur le ministre vient de signer votre démission, monsieur, dit-il. Et votre immunité est levée en cas de flagrant délit et de preuves de corruption grave, comme c'est le cas actuellement. » 2 gendarmes s'apprêtèrent à lui tordre les bras dans le dos. « Lâchez-moi !» cria Jean-Paul. « Vous tombez dans le piège de cette femme. Elle est folle, elle est sénile. » Les gendarmes ne se montrèrent pas tendres. Ils tirèrent sur les manches de son smoking coûteux et lui passèrent des menottes métalliques froides aux poignets. Clac. Ce bruit, le bruit des menottes qui se refermaient, c'était la plus belle mélodie que j'avais entendue cette nuit-là. Puis ils se sont tournés vers Laurent. Laurent n'a pas résisté. Il s'est agenouillé et s'est mis à pleurer. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas moi, c'est mon oncle qui m'a obligé. » marmonnait-il. Voilà où s'arrêtait la loyauté. Le navire coulait et les rats se dévoraient entre eux. Jean-Paul, traîné sur scène, passa juste devant moi. Je fis signe aux gendarmes d'arrêter un instant. Ils se sont arrêtés. Ses yeux étaient remplis de haine, mais ses épaules étaient affaissées. Cet homme géant n'était plus qu'un criminel menotté. Je me suis approché de lui. Je n'ai pas regardé son visage, mais le mouchoir en soie sur sa poitrine, puis ses yeux. « Tu te souviens, Jean-Paul » lui ai-je murmuré. « Tu m'avais dit, demain matin, cet uniforme ne sera plus qu'un costume. » J'ai souri légèrement. « Tu avais raison. Demain matin, je serai un citoyen à la retraite. Mais toi ?» Je baissai les yeux vers ses menottes. « Toi, demain matin, tu porteras une combinaison orange qui ne te va pas du tout. Et crois-moi, ce costume te pèsera lourdement. » Jean-Paul ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta de déglutir. Pour la première fois, je vis dans ses yeux une véritable défaite. « Emmenez-les », ai-je dit aux gendarmes. Ils les ont fait sortir de la salle. La foule s'est écartée à leur passage comme si elle voyait des pestiférés. Les flashs crépitaient. Les gros titres du lendemain avaient changé. #Valois avait démissionné, remplacé par #Grand nettoyage. Le procureur s'est tourné vers moi et m'a salué d'un léger signe de tête. « Amiral, merci pour votre coopération. Les dossiers étaient impeccables. »« C'est notre devoir, monsieur le procureur, » ai-je répondu, en le saluant. Après le départ du procureur et de son équipe, je me suis retrouvée seule sur scène. La salle se vidait peu à peu. Les gens s'enfuyaient rapidement pour ne pas être impliqués dans un scandale. Pierre s'approcha de moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Vous avez réussi, amiral, » dit-il. « Vous les avez tous détruits. Vous avez fait tomber leur château de cartes d'un seul coup. » J'ai pris une profonde inspiration. Je sentis le poids qui pesait sur mes épaules, le poids de ces médailles s'alléger. « Non, Pierre, » ai-je répondu, en regardant la salle qui se vidait. Je n'ai pas soufflé. Ils étaient déjà sur le point de s'effondrer. Je n'ai fait qu'ouvrir les fenêtres. Je rangeai mon épée dans son fourreau. J'ôtai mes gants. « Allons-y, Pierre. L'odeur du champagne me donne la nausée. J'ai besoin d'un café bien fort et d'un quai tranquille. » Je descendis de scène, mais cette fois ma démarche n'avait rien de théâtral. Il n'y avait que de la sérénité.
la sérénité d'un capitaine qui a survécu à une nouvelle tempête et qui est revenu sain et sauf au port. Cela fait maintenant 6 mois que le bruit chaotique de Paris, ses intrigues sans fin et ses sourires hypocrites ont laissé place aux vagues tumultueuses mais honnêtes de l'océan Atlantique. Nous sommes ici à l'extrémité ouest de la France, en Finistère, autrement dit au bout du monde. Mais pour moi, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'une nouvelle vie. Ici, le vent ne ment pas, il vous frappe le visage comme une gifle, il vous réveille, tout comme cette nuit-là, sur scène, les vérités qui ont frappé tout le monde en plein visage. Sur mon bureau, il y a une lettre manuscrite de Pierre, à côté, un bout de journal jauni. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Que reste-t-il de cette grande tempête? Une fois la poussière de tomber, qui est resté debout? Qui s'est effondré? Jean-Paul Renard, cet immortel secrétaire d'État, ce roi de l'ombre de la politique. Son armée d'avocats n'a pas suffi à le sauver. Le tribunal l'a condamné à 12 ans de prison pour escroquerie publique organisée et détournement de fonds. Ses costumes italiens à plusieurs milliers d'euros qu'il aimait tant ont été remplacés par l'uniforme gris et grossier fourni par l'État aux détenus. Selon Pierre, il a été affecté à la bibliothèque de la prison. Il range les livres sur les étagères et les dépoussière. Quelle ironie, n'est-ce pas? Après avoir exploité la culture pendant des années, il est maintenant obligé de rendre un véritable service culturel. Et son neveu, Laurent, ah, ce pauvre pion arrogant, il a chanté comme un rossignol pendant l'interrogatoire et a révélé tous les secrets de son oncle, ce qui lui a valu une réduction de peine. Il n'est pas allé en prison, mais parfois la prison ne se résume pas à être derrière les barreaux. Il a été complètement excommunié du monde de l'art. Aucun musée, aucune galerie ne lui permet de franchir leurs portes. Aux dernières nouvelles, il vendait des porte-clés Eiffel Tower made in China à 5 € aux touristes sur les hauteurs de Montmartre. Il n'a plus à se soucier du taux d'humidité, car l'air est toujours frais dans la rue. Et le musée, mon beau vieux navire, Pierre a été nommé à l'unanimité nouveau directeur par le conseil d'administration. Savez-vous quelle a été sa première décision? Il a supprimé le fameux budget frais de représentation et a transféré l'argent vers la bourse des jeunes marins et historiens. Le musée bat désormais des records de fréquentation, car les gens ne s'y rendent pas pour boire du champagne et faire étalage de leurs richesses, mais pour s'imprégner de l'histoire et ressentir la fierté du passé. Et moi, la contre-amirale Colette Valois, j'ai rangé mon uniforme blanc au fond de mon armoire, recouvert de naphtaline, mais jamais mon épée. Car la vie n'est pas seulement une guerre menée en uniforme, parfois la plus grande bataille consiste à construire sa propre paix intérieure. Après cet incident, grâce à la généreuse indemnité de réputation que j'ai reçue de l'État et à ma retraite accumulée, j'ai acheté cette maison en pierre dont j'avais toujours rêvé. La mer devant moi, la forêt derrière moi. Mais avec le reste de l'argent, j'ai créé mon propre héritage. J'ai fondé la Fondation Valois pour la justice. Une fondation qui fournit d'une assistance juridique gratuite aux fonctionnaires victimes de harcèlement moral, injustement accusés, réduits au silence, et en particulier aux femmes. Désormais, ce sont les jeunes avocats que j'ai formés qui mènent mon combat. Quand je me lève le matin, je ne cherche plus d'ennemis, je regarde l'horizon. Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire, mes amis? Ce n'est pas seulement pour vous attendrir et vous rassurer en vous montrant que les méchants sont punis, je vous l'ai raconté pour vous rappeler ceci. Ceux qui vous méprisent, qui vous considèrent comme vieux, faibles, ignorants ou finis, ils ne voient que ce que vous leur permettez de voir. Leur arrogance est votre plus grande arme. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de crier, d'appeler ou de frapper du poing sur la table. Le vrai pouvoir, c'est de rester calme même au milieu de la tempête, d'attendre le bon moment et de ne jamais rater son coup quand on passe à l'action. Si un jour vous vous retrouvez face à ces hommes arrogants qui vous regardent de haut, souvenez-vous de l'amiral Colette. Ne vous inclinez pas, ne reculez pas et ne restez jamais, au grand jamais, silencieux. Car le silence est leur mélodie préférée. Brisez cette mélodie. Mon histoire s'achève ici, sur cette côte, dans la paix. Mais votre histoire ne fait peut-être que commencer. Si vous avez apprécié ce voyage vers la justice et que comme moi vous croyez au pouvoir des tempêtes silencieuses, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner. Partagez cette histoire avec un ami qui a besoin de force et écrivez-moi dans les commentaires quel a été votre moment de colère froide. Qui sait, peut-être que la prochaine histoire sera celle de votre victoire. Au revoir, que le vent vous soit favorable et que votre proue soit claire.